Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier vendredi avec le ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure et le premier ministre burkinabé Paul Kabatieba. Au menu des échanges, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. Les responsables du pont Riconan-Bédi ont décidé depuis le 9 novembre dernier d'instaurer une nouvelle mesure, celle d'exiger aux usagers la monnaie exacte pour le péage au guichet. Qualification pour le mondial 2018 en Russie. La Côte d'Ivoire joue contre le Maroc cet après-midi à 17h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce match sera retransmis en direct sur les antennes de la RTI. C'est un match sans calcul pour les éléphants. Un match à gagner absolument s'ils veulent se qualifier. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier vendredi avec le ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure, Juan Antonio Bigbanda Nshishima, et le premier ministre burkinabé Paul Kabatieba en sa résidence de la Riviera Golfe. Au menu des échanges, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. À Ouattouré. À Abidjan pour présenter les opportunités d'affaires à ses frères et sœurs de la diaspora burkinabé, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui exprimer sa gratitude pour les marques d'attention et de fraternité dont il a été l'objet. L'occasion aussi pour Paul Kabatieba de faire le point sur sa mission en terre ivoirienne. Nous sommes arrivés ici pour échanger avec les frères de la diaspora sur les possibilités d'investissement de la diaspora au niveau du Burkina Faso et également pour échanger avec eux sur les journées économiques et commerciales qu'ils ont organisées. Alors, c'était un devoir pour moi de venir vous rendre compte que toutes ces manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions. La diaspora burkinabé est déterminée à venir accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la construction du plan national de développement économique et social. Alors, ils ont identifié un certain nombre de projets, notamment la création de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et même de très petites entreprises dans différents secteurs pour essayer donc d'apporter des pierres à la construction donc, de l'économie nationale. Je voudrais également rendre compte qu'en marge de notre présence ici, le Premier ministre, mon frère Amadou Gon Coulibaly et moi, nous avons échangé sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notamment les suites du 6e TAC qui s'est tenu à Ouagadougou. Comme vous le savez, Monsieur le Président, il y avait un certain nombre de décisions que vous aviez arrêtées avec votre frère, le président du Faso, Son Excellence, M. Roch Christian Kaboré. Donc, nous avons fait le point de décisions qui ont été arrêtées et arrêté un calendrier pour leur mise en œuvre. Le ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure était porteur d'un message du président Obiang Nguema au chef de l'État. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, ils sont en train de développer de bonnes relations d'amitié et de coopération. La Guinée équatoriale vient de nommer un ambassadeur résident à Abidjan. Ça fait un mois. Les autres aspects qu'on a discutés aussi avec son Excellence le Président de la République concernant la crise économique que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Beaucoup de pays africains, vous savez que la Guinée équatoriale, c'est un pays producteur de pétrole, mais avec la chute du prix du pétrole, nous sommes dans une situation aujourd'hui de récession économique. Donc, ce sont les choses qu'on a discutées avec le chef d'État. Le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure a par ailleurs indiqué être venu confirmer la présence du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, au sommet Union africaine-Union européenne.
Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui a visité hier vendredi 2 importants chantiers de gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et du projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Et c'était en présence de notre reporter Viviane Aïmer. Lancé depuis le 18 janvier 2016, les travaux de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, après une première phase qui a consisté en des travaux de dragage de la lagune polluée, sont entrés désormais dans la phase 2 du projet qui consiste en la réalisation des infrastructures prévues par le projet, à savoir l'aménagement des berges, la construction d'une marina, la construction d'immeubles et d'un parc urbain qui comportera des infrastructures commerciales et de loisirs. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, en visite ce vendredi sur le chantier de la baie de Cocody, tenait à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. L'expertise marocaine qui existe sur le dossier, l'expertise ivoirienne, dans ce dossier, nous allons avoir un projet qui va faire en vie. Et c'est un exemple extraordinaire de coopération sud-sud. C'est ça que moi je retiens à ce sujet. C'est un dossier qui va changer le visage à la fois donc, de la ville d'Abidjan, mais singulièrement du plateau et de Cocody. Je pense que c'est tout ça sur lequel il faut qu'on se concentre et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Abidjan accueillera à la fin de ce mois de novembre le sommet Union européenne-Union africaine. Dans la perspective de cette importante rencontre, le vice-président de la République a souhaité que certaines dispositions soient prises au niveau de la conduite des travaux. Nous souhaitons que les abords soient propres, puisque vous savez, nous allons avoir les 29 et 30 novembre prochains un sommet donc, des États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui seront ici. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence ici. Au départ, on pensait avoir 4000 personnes, on peut dépasser même peut-être les 7000, de ce qu'on croyait savoir. Donc il va y avoir une affluence ici et il faut que la ville d'Abidjan porte sa plus belle robe, si je puis dire, soit totalement propre. Madame le ministre travaille déjà en amont sur ce dossier. Et je pense, comme il s'agit d'un grand chantier, que les gens, en passant, vont certainement regarder des véhicules, puisque quand vous passez là-haut, vous voyez cela, que peut-être on nettoie ça. Je crois que vous avez entendu qu'on est tous d'accord que ce nettoyage sera donc fait. Et je crois que c'est pour le bien donc au niveau d'Abidjan. Cet important chantier, financé à hauteur de 282 milliards de francs par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est conduit sur le terrain par Marchik Ahmed, société d'État marocaine qui a une expertise dans ce type d'ouvrage. Le projet sera achevé en 2020. Autre grand projet du gouvernement, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu sur le site de l'embouchure à Grand Bassam après sa visite de la baie de Cocody. Ce projet tant attendu par les populations de Grand Bassam en raison de son impact sur le développement général de la région, car l'ouverture de l'embouchure va permettre la création d'un port à bateau à Grand Bassam, ainsi que le développement des activités de pêche et avec aussi la construction à Grand Bassam d'un débarcadère à poissons offert par le roi du Maroc. Cette visite du vice-président de la République ce vendredi sur le site de l'embouchure était porteuse de bonnes nouvelles pour les populations de Grand Bassam, car l'annonce a été faite que les travaux vont démarrer effectivement au cours du premier semestre 2018 pour s'achever en 2020. En outre, les travaux de construction du débarcadère pour la pêche traditionnelle seront réalisés dans le même temps. Le ministre des Ressources halieutiques a présenté le site retenu. C'est un projet de 20 milliards à peu près, c'est 19,12 milliards, j'arrondis ça à 20 milliards de francs CFA, qui va se faire pour l'embouchure. Mais l'embouchure seule, comme ça a été indiqué, ne suffira pas. Il faut faire des éléments conjoints pour aller de l'avant. Comme Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait décidé de faire un débarcadère ici à Grand Bassam. Nous sommes venus voir à la fois l'embouchure, mais aussi voir, disons, que le débarcadère qui va se faire ici. Par ailleurs, avec les Italiens, il était question aussi de mettre une sorte de petit, disons, arsenal donc, maritime ici, qui fait qu'il va y avoir donc, une conjonction d'un certain nombre d'éléments, avec notamment le quartier historique de Grand Bassam, de manière à ce qu'on ait une cité à la fois balnéaire, touristique, culturelle, de manière à ce qu'à partir d'Abidjan,
pour les week-ends, les gens peuvent venir ici pour beaucoup de choses. Et se reposer, prendre des poissons, etc. Et c'est des synergies extraordinaires. Le chantier d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam sera également conduit par la société d'État marocaine Marchi Kamed. Viviane Korogo, capitale de la région du Poro, abrite la première édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, les JNCE. L'objectif de ces journées est de redynamiser l'activité économique dans les autres villes du pays pour un développement économique plus équilibré des régions. Des journées placées sous l'égide du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Wilfried Herman Djivé pour RTI 1. Une centaine de chefs d'entreprise, de partenaires économiques présents dans la région du Poro écoutent avec attention le président du conseil régional du Poro, Tiemoko Yade Coulibaly, faire cet aveu. Chef d'entreprise, je voulais vous dire que vous êtes venus. Nous vous avons vu. Et je pense que vous avez vu aussi. Vous avez connu la région, vous ne la connaissiez pas, vous l'avez connue. Vous savez quelles sont maintenant ses potentialités. Alors je pense qu'en partant, vous direz, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu, je reviendrai travailler dans le Poro. Des chefs d'entreprise venus voir pour croire en une région qui regorge de potentialités économiques afin d'y investir. Les journées nationales des chefs d'entreprise initiées pour booster le développement des régions et aider à rétablir les déséquilibres observés en matière de développement se positionnent comme un outil. Les acteurs publics peuvent saisir ce cadre pour faire la promotion de leurs activités. Quand les opérateurs privés peuvent en faire un lieu de prospection et de recherche de nouveaux leviers d'expansion pour les collectivités territoriales, c'est le cadre idéal pour présenter les atouts de leur région afin d'attirer de nombreux investisseurs. Le choix porté sur la ville de Korogo pour la première édition de ces journées n'est pas fortuit. L'activité économique dans la région est prometteuse. La grande région de Saman, ou plus exactement le district de Saman, dont le chef-lieu est Korogo, dispose donc de nombreuses potentialités. Ces journées permettront de faire découvrir aux hommes et femmes d'affaires les opportunités d'investissement dans les régions. Elles mettent en contact des chefs d'entreprise d'envergure nationale et même internationale avec des champions locaux en vue de tisser d'éventuelles relations d'affaires. Elles stimulent ainsi les champions locaux qui aspireront ainsi, je dirais, à accroître leurs activités. Des journées meublées par une série de panels afin de créer un cadre favorable d'échange sur des thématiques pertinentes dont les conclusions seront prises en compte pour la relance des activités économiques dans les régions concernées. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en visite de travail en France, a été reçu par son homologue français des armées. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense, notamment dans la lutte contre le terrorisme et de la formation. À Boussanogo pour le compte rendu. L'axe Abidjan-Paris se renforce. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération sécuritaire. Hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique à Paris. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en visite de travail, accueilli par son homologue française des armées, Florence Parly. Pour leur première rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les questions liées aux défis sécuritaires dans toute la sous-région ouest-africaine et dans bien d'autres domaines, notamment la formation des soldats ivoiriens. Nous avons parlé de la vision de la Côte d'Ivoire de projeter des troupes au niveau des missions de paix et de faire tout cela en synergie avec l'appui de la France. Nous avons également regardé les questions de formation des unités ivoiriennes, des forces spéciales de Côte d'Ivoire, et même de la sous-région par rapport aux défis sécuritaires dans toute la sous-région. Nous avons des avancées concrètes. Très bientôt, nous allons avoir le plaisir de recevoir Madame la ministre à Abidjan dans le cadre d'une visite pour faire également le point des avancées des différentes préoccupations que nous avons évoquées ce matin.
En retour, la ministre française des Armées a assuré son homologue ivoirien du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et la défense de ses frontières. Cette visite a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de découvrir l'hôtel de Brienne, un hôtel particulier, construit au XVIIIe siècle et qui abritait le bureau du ministre des Armées. Revenons en Côte d'Ivoire où le gouvernement ivoirien et la Banque africaine de développement ont signé un accord de prêt portant sur environ 36 milliards de francs CFA. Objectif de ce prêt au profit de Air Côte d'Ivoire, le règlement du solde dû à l'avionneur Airbus. Lanciné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le vice-président de la Banque africaine de développement BAD et le ministre de l'économie et des finances après la signature de ces accords de prêt en faveur de Air Côte d'Ivoire. Ici commence un nouveau décollage pour la compagnie nationale qui va pouvoir faire voler en altitude son programme d'extension et de modernisation. Les accords de financement de ce jour portent sur un montant global de 36,2 milliards de francs CFA, dont 33,5 milliards destinés au règlement du solde dû à Airbus et 2,7 milliards de francs CFA pour le financement partiel du programme d'assistance technique. Mais ces 36 milliards de francs CFA qui viennent d'être signés constituent le premier décaissement sur un montant total de 75 milliards consentis par la BAD. Tel que prévu, ce programme devrait permettre à Air Côte d'Ivoire de déployer ses ailes dans 6 capitales d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir Kinshasa, Bamako, Bangui, Monrovia, Freetown et Lomé. Cette intervention de la Banque panafricaine se fera au travers d'un partenariat de type public-privé. Cette solution permettra d'attirer les banques commerciales à ce type d'opération et à des conditions plus compétitives. Ce projet intégrateur qui a vocation à assurer une croissance inclusive comporte 3 composantes. L'achat de 5 aéronefs, l'assistance technique visant le renforcement des capacités de l'industrie aéronautique, donc la formation des pilotes et des techniciens en aéronautique, la réalisation d'audits financiers et passation des marchés et des études inscrites dans la stratégie d'expansion d'Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 850 000 passagers transportés, 600 emplois directs et un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Les responsables du pont Henri Konan-Bédié ont décidé depuis le 9 novembre dernier d'instaurer une nouvelle mesure, celle d'exiger aux usagers la monnaie exacte pour le péage au guichet. Cette mesure intervient dans le cadre du déficit de monnaie constaté dans les guichets de la société concessionnaire. Marcel Alla, Cheikh Kodé pour RTI 1. À compter du jeudi 9 novembre 2017, préparer le montant exact au péage. Telle est libellée l'affiche destinée à l'attention des usagers du 3e pont Henri Konan-Bédié. Cette mesure, rentrée en vigueur depuis 48 heures, suscite déjà colère et indignation chez la plupart des automobilistes. Non, ça n'arrange pas tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de paiement autres que les monnaies même. Ça ne nous arrange pas. Je pense que c'est celui qui vend qui doit avoir la monnaie et non celui qui va acheter. Nous, on ne doit pas avoir la monnaie sur nous, on a l'argent et puis on veut aller sur le pont. On nous dit qu'il faut forcément avoir la monnaie, c'est difficile, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Face à la grogne, les responsables de la société concessionnaire du 3e pont donnent des explications. Depuis pratiquement 3 ans que le péage existe, nous avons toujours été appuyés par la Banque centrale dans l'approvisionnement de la monnaie. Elle nous a toujours aidés dans ce sens-là, ce qui nous permettait de rendre la monnaie au quotidien aux usagers qui payaient. Bon, malheureusement, depuis quelques temps, on fait face à une situation où la Banque centrale n'arrive plus à nous approvisionner. Et nous avons été malheureusement confrontés à une pénurie de monnaie qui nous a donc obligés à prendre cette mesure. Toutefois, cette nouvelle mesure n'est pas définitive. Elle est temporaire, selon les responsables de Socoprim. On voudrait insister sur le fait que dès que la situation changera, c'est-à-dire que dès que nous serons réapprovisionnés en monnaie, automatiquement on reprendra comme on le faisait d'habitude. Pour rappel, en 2015, une mesure similaire a été prise pour interdire aux usagers la présentation au guichet du pont des billets de 5 000 et 10 000 francs CFA.
Le directeur général de l'agence de gestion de route AGEROUTE a visité les communes de Yopougon, d'Adjamé et d'Abobo. Objectif, faire le constat de la dégradation des ouvrages d'assainissement dans ces communes. Christ Diomandé, Issa Yeo, Chonan. De l'eau usée ruisselant sur la chaussée à partir de ce canal, c'est dans la commune d'Atekoubé. À quelques mètres de là, sur cette voie dégradée, la circulation est lente. Des caniveaux bouchés. Le constat est fait par le directeur général de l'AGEROUTE au cours d'une visite de terrain dans plusieurs communes, notamment Yopougon, Adjamé et Abobo. Des ouvrages d'assainissement mal entretenus qui occasionnent la dégradation du bitume. Pendant cette visite, Pierre Demba a dénoncé les dégâts causés par le mauvais usage des outils de drainage. À ce poste depuis le mois d'août, le premier responsable de l'agence de gestion de routes s'est fixé comme objectif la pérennisation des infrastructures routières. Pour y parvenir, les populations sont invitées à un changement de comportement indispensable à la préservation et à l'entretien du patrimoine routier. Et cette information, le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Domvayi a effectué une visite de travail dans la forêt classée de Ténè, située dans le département d'Omé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les structures sous tutelle. Iriebi, Abou Sadogo, reportage. C'est par une cérémonie de prise d'armes à la base vie de l'unité de gestion forestière de la Ténè que la visite guidée du ministre a débuté. Alain Richard Domvayi s'est rendu sur plusieurs sites, notamment la station de régénération par régie de souche, les parcelles de Clonotech Samba et les dispositifs de protection contre les feux de brousse et le centre de bouturage. Au terme de cette visite guidée, le ministre des Eaux et Forêts s'est prononcé sur le travail réalisé par la SODEFOR. Il était important de venir sur le terrain. Il s'agit de ne pas rester dans les bureaux, mais voir ce qui se passe sur le terrain, voir les difficultés qui sont traversées par nos collaborateurs, et puis voir les problèmes de terrain qui se posent sur la capacité de reboisement que nous avons ici. C'est une journée qui a été fort enrichissante. Nous avons pu voir la capacité de nos collaborateurs à travailler dans leur domaine, mais aussi nous avons pu nous rendre compte de ce qui est à améliorer et surtout ce qui est à faire pour que le reboisement soit une réalité dans notre pays. Pour atteindre efficacement la mission assignée, le directeur général de la SODEFOR a émis quelques doléances. Lorsque nous lui avons proposé d'aller voir un peu l'expérience mexicaine avec laquelle nous sommes en négociation, il n'a pas hésité. Et ensuite, lorsque nous lui avons proposé de partir à Azoté, je pense qu'immédiatement il nous a suivis, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que le sentiment qui m'anime en ce moment, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. En 1900, la Côte d'Ivoire était couverte d'environ 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3,5 millions d'hectares. Les efforts de la Société de développement des forêts ont permis de reconstituer 7,8 millions d'hectares en 1990, 5,1 millions en 2000 et 3,4 millions en 2015. Créée en 1971, la forêt classée de Ténè s'étend sur une superficie de 29 700 hectares, avec 22 500 hectares de plantations forestières, dont 12 000 hectares de teck, soit 53% des reboisements. 130 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Fonds mondial va investir dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose en Côte d'Ivoire sur la période 2018-2020. L'institution financière internationale souhaite que ce fonds soit bien utilisé. Franck Quadio. Pour la période 2018-2020, ce sont 130 milliards de francs CFA mobilisés par le Fonds mondial pour lutter contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose en Côte d'Ivoire. Des fonds que l'institution financière veut voir utilisés de la manière la plus efficiente possible. Donc on a négocié de nouvelles subventions avec la Côte d'Ivoire, subventions VIH, subventions paludisme et tuberculose pour les 3 années à venir. Le but de cet atelier de 2 jours est de discuter avec la partie nationale et les partenaires des risques potentiels dans la mise en œuvre des subventions. Gestion des risques, le risque qui est en fait tout ce qui peut perturber le bon fonctionnement d'un programme. Comment l'identifier et comment le maîtriser?
Cette réunion entre acteurs majeurs de la santé apparaît comme un véritable enjeu pour la suite de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire. Le risque aussi, c'est de ne pas pouvoir utiliser les financements qui sont mis à notre disposition. Donc, en prenant des mesures pour les dévancer, pour ne pas les avoir, on pourra capitaliser tout ce financement-là et effectivement mettre à disposition de nos populations les médicaments, les moyens de la lutte dont ils ont besoin. La gestion même des ressources aussi est liée aussi à des risques. Donc il faut mettre des systèmes en place de telle sorte qu'on puisse voir si effectivement le bénéficiaire reçoit soit la moustiquaire, soit reçoit le médicament qu'il faut. 2 jours, c'est la durée de cette réunion dite de gestion des risques et mesures d'atténuation liées au financement du Fonds mondial pour le sida, le paludisme et la tuberculose. Y ont pris part le Fonds mondial, le ministère de la Santé, le CCM, qui est l'instance de coordination nationale, les bénéficiaires principaux et les sous-bénéficiaires. Ces acteurs ont convenu d'un plan commun pour minimiser les risques. Le comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale s'est réuni, présidé par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sa mission, concevoir une stratégie commune pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi intégrant des familles et des communautés. C'est la salle de conférence du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui a abrité la traditionnelle réunion du comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale. Ce comité présidé par le ministère de Mariatou Koné a pour mission de définir les orientations du gouvernement en matière de protection des enfants en rupture sociale et de veiller à leur application. La rencontre aujourd'hui réunit toutes les fois, de façon périodique, les membres du dit comité et de trouver une solution durable qui peut se décliner en plusieurs axes, que ce soit des solutions à court, moyen ou long terme, de sorte à pouvoir aider la Côte d'Ivoire tout entière et aider les familles qui en souffrent. Ce sont les observations apportées par les membres du comité qui permettront d'arrêter une politique commune. Cette rencontre a permis aux participants de faire des propositions en vue de l'élaboration d'une stratégie efficace de lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. Nous avons besoin de la sensibilité de tout le monde. Il est important aussi d'associer les universitaires parce que si nous voulons éradiquer ce phénomène, on a besoin de poser un véritable diagnostic. Et pour connaître ce diagnostic-là, il faut connaître véritablement les causes. Je parle des chercheurs universitaires parce qu'ils sont outillés pour faire de la recherche, pour qu'ils puissent nous aider à trouver véritablement les causes de ce phénomène-là. Ce comité, créé par décret en 2016, se réunit une fois par trimestre. Il comprend un secrétariat technique, point focal de la lutte, qui se réunit une fois par mois. La France commémore ce 11 novembre, date de la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit. Observé pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l'armistice fait l'objet d'une cérémonie officielle depuis le 11 novembre 1920 où l'État français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres aux soldats inconnus. Qualification pour le mondial 2018 en Russie. La Côte d'Ivoire joue contre le Maroc cet après-midi à 17h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce match sera retransmis en direct sur les antennes de la RTI. C'est un match sans calcul pour les éléphants, un match à gagner absolument s'ils veulent se qualifier. Ambiance aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny à quelques heures de ce match. Les éléphants qui doivent impérativement battre les lions de l'Atlas, dirigés par Hervé Renard, ont besoin du soutien absolu de leurs supporters. Très tôt, les supporters ivoiriens, encadrés par un dispositif de sécurité bien en place, s'amassent aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire-Maroc est déjà lancé sur un ton de fête pour pousser les éléphants à la victoire. Je suis là depuis 5 heures. Voilà, je suis motivé à venir supporter mon équipe. Voilà. La victoire. La victoire. On est là pour la victoire. Je suis venu supporter mon équipe, la Côte d'Ivoire. On gagne ou on gagne.
La RTI a aussi déployé des équipes sur le terrain afin de permettre aux téléspectateurs de vivre pleinement l'événement. Les deux équipes ont l'habitude de se rencontrer. Elles dégagent à chaque fois beaucoup d'énergie. Et de leur côté, les supporters marocains comptent bien multiplier cette énergie afin de repartir avec la victoire. Je suis venu de Casablanca donc pour supporter l'équipe nationale lors de ce match décisif. D'après les dernières statistiques, on serait à peu près 4000. Enfin, la Royal Air Maroc, la compagnie nationale marocaine, a frété à peu près 20 vols, 20 appareils, en plus des vols réguliers. Donc arrivé entre hier et aujourd'hui au petit matin. Le rêve d'une qualification est bien entretenu par tous et la Côte d'Ivoire n'a pas encore dit son dernier mot. Reportage de Samuel Mec. Suivant cette déclaration du coach marocain Hervé Renard, c'était hier après l'entraînement de son équipe. On affronte une sélection ivoirienne qui possède énormément de qualités individuelles. On le sait. On connaît tous les paramètres du match, je les connais mieux que quiconque, je pense. Puisque j'ai la chance d'être sélectionneur du Maroc, j'ai la chance d'avoir officié ici. L'équation, elle est très simple demain. C'est à moi de finir le travail pour récompenser tous les gens qui ont travaillé autour de moi et qui ont fait le maximum pour que je puisse m'exprimer dans les meilleures conditions. On connaît le contexte dans lequel on sera. J'espère qu'il y aura énormément de Marocains dans le stade et qu'ils feront beaucoup de bruit, j'en doute pas, parce qu'il y a déjà une effervescence autour de ce match qui est beaucoup plus importante, qui est même exceptionnelle. Il y a beaucoup de supporters qui viendront de Casablanca, de Rabat, d'un peu partout, de Fès, de Marrakech, d'un peu partout. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une fête demain. Voilà, c'est une fête, c'est la fête du football africain. Voilà, nous attendons tout simplement la victoire des éléphants et c'est la fin de cette édition supervisée par Delphine Glam. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.